Bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Dans l'épisode précédent, nous avons voyagé ensemble à travers toute l'Europe, de la péninsule ibérique aux forêts glacées du Nord, en découvrant chaque culture qui habitait le continent au cours de la période de 1000 avant Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore vu cet épisode incroyable, allez jeter un œil à notre playlist pour voir ce que vous avez manqué, puis revenez ici. Certaines des cultures que nous avons vues dans le dernier épisode continuent de vivre de la même manière, comme vous pouvez l'observer sur notre carte d'aujourd'hui. Les peuples proto-germaniques continuent de maintenir leurs traditions, en développant des armes en fer et en mettant l'accent sur des valeurs comme la fidélité, très présente dans les mariages et parmi les guerriers avec leurs puissants chefs. Des peuples comme les Celto-Ligures et la culture de Lausitz ont subi de petites transformations, principalement dues à des migrations, à la fusion de certains peuples et à des pertes territoriales. Les Celtes de la culture des Champs d'Urne, par exemple, s'étendent vers des territoires de plus en plus lointains, arrivant jusqu'à la côte de la mer Méditerranée. Cependant, de grands changements se produisent sur le continent, surtout en Méditerranée. Vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, la région qui serait plus tard connue sous le nom de Macédoine était encore habitée par des tribus proto-grecques et des groupes indo-européens qui vivaient dans les terres montagneuses et fertiles au nord de la Grèce classique, près du mont Olympe et du fleuve Aliakmon. Ces peuples, ancêtres des Macédoniens, menaient une vie simple basée sur l'agriculture, l'élevage et de petites communautés semi-nomades. Ce n'est qu'à partir d'environ 700 avant Jésus-Christ que le peuple qui se désignait comme macédonien entama un important mouvement migratoire vers l'est, quittant sa terre natale sur les rives du fleuve Aliakmon et commençant à s'installer dans la région qui donnerait naissance au futur royaume. À cette époque, il n'existait pas encore de royaume unifié comme nous le verrons des siècles plus tard, mais les bases des dynasties émergeaient déjà, qui, bien plus tard, mènerait à l'ascension de figures comme Philippe II et Alexandre le Grand. Nous arrivons maintenant à la période des cités-États grecs, qui florissaient entre le 8e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, marquant une ère d'innovation et d'autonomie dans la Grèce antique, où des villes-États indépendantes, connues sous le nom de polais, devinrent le cœur de la civilisation hellénique. Chaque polis fonctionnait comme une unité politique souveraine, avec sa propre constitution, armée et dieu protecteur, souvent centrée sur une acropole fortifiée qui servait à la fois de refuge et de centre religieux. Cette structure favorisa un esprit de compétition et d'expérimentation, menant à des avancées remarquables en philosophie, arts et sciences, des penseurs comme Socrate et Platon dédataient d'idées dans des agoras animées, tandis que des sculpteurs créaient des chefs-d'œuvre comme les statues du Parthénon. Cependant, les polais étaient aussi marqués par des rivalités intenses, culminant en guerres comme celle du Péloponnèse, qui exposait les fragilités de cette fragmentation politique, mais qui en même temps propulsait l'héritage culturel qui influencerait le monde occidental pendant des millénaires. Athènes émergea comme l'exemple par excellence de la polis innovante, connue pour avoir inventé la démocratie directe au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous des leaders comme Périclès, où les citoyens libres excluant les femmes, les esclaves et les étrangers pouvaient voter dans des assemblées populaires sur l'agora, décidant de tout, des lois aux guerres. Cette ville vibrante, protégée par la déesse Athéna, dont le magnifique temple du Parthénon symbolisait sa gloire, prospéra grâce au commerce maritime et à l'argent des mines de l'Orion, finançant une puissante flotte navale qui domina la mer Égée pendant la Ligue de Délos. Sur le plan culturel, Athènes était un phare d'intellectualisme, elle abritait le théâtre d'Échille et de Sophocle, où les tragédies exploraient les dilemmes humains, et des académies qui questionnaient la réalité, comme celle d'Aristote. Malgré son accent sur la liberté et la rhétorique, Athènes affrontait des contradictions internes, comme la dépendance aux esclaves, qui finit par contribuer à son déclin après des défaites militaires. Dans de nombreux cas, des hommes endettés devenaient esclaves pour rembourser ce qu'ils devaient. Sparte, en contraste, était une polis militariste, modelée par un système rigoureux d'éducation et de discipline connu sous le nom d'agogée, où les garçons étaient entraînés dès l'âge de 7 ans pour devenir des hoplites invinciles, privilégiant l'obéissance collective à l'individualisme. Gouvernée par 2 rois et un conseil de gérontes, la société spartiate était stratifiée, les citoyens à part entière appelés spartiates se consacraient exclusivement à la guerre, soutenus par des ilotes esclaves qui cultivaient la terre, créant une tension constante de rébellion. Sa phalange de guerriers, armés de longues lances et de boucliers ronds, prouva son efficacité dans des batailles comme celle des Thermopyles, où 300 Sarciates menés par Léonidas résistèrent héroïquement aux Perses. Sa culture était moins orientée vers les arts,
se concentrant sur la survie et l'expansion dans le Péloponnèse, ce qui en faisait une puissance redoutée mais isolée dans un monde grec de plus en plus diversifié. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs entamèrent un intense processus de colonisation dans le sud de l'Italie, région que les Romains appelleraient plus tard Magna Graecia, ou Grande Grèce, en raison de sa prospérité et de son fort caractère hellénique. Motivés par la pénurie de terres arables en Grèce continentale, par des tensions sociales et par la recherche de nouvelles routes commerciales, des peuples de divers polais, comme les Eubéens, Achéens, Spartiates, Corinthiens et Chalcidiens, fondèrent des villes indépendantes le long des côtes de la Campanie, de la Lucanie, du Bruttium, des Pouilles et de la Sicile. Les premières colonies, comme Cume vers 750 avant Jésus-Christ, et Pittecus sur l'île d'Ischia, ouvrirent la voie à un réseau impressionnant de polais prospères, incluant Néapolie, l'actuelle Naples, Tarente fondée par les Spartiates, Crotone, Sillarie célèbre pour son luxe et sa richesse, Métaponte et Région. Ces colonies n'étaient pas de simples extensions de la Grèce, mais des centres vibrants qui mélangeaient la culture hellénique avec des influences locales, adoptant l'architecture des temples doriques, le système de polais autonomes et un commerce maritime intense. Ces villes florirent grâce à des terres fertiles, à la production de céréales, d'huile d'olive, de vin et de laine, et à leur position stratégique au carrefour des routes entre Grecs, Étrusques et Phéniciens. Beaucoup surpassèrent en richesse et en sophistication certaines polais de la Grèce continentale, abritant des philosophes comme Pythagore à Crotone, des sculpteurs et des athlètes victorieux aux Jeux olympiques. Des ruines magnifiques témoignent encore de cette grandeur, comme les temples de Posédonia, mieux connus sous le nom de Paestum, préservés en excellent état. L'influence grecque en Italie fut si profonde qu'elle modela la culture locale, hellénisant les peuples indigènes et laissant un héritage que Rome absorberait plus tard et diffuserait dans le monde entier. En nous dirigeant vers l'ouest, entre le 9e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, le sud de la péninsule ibérique fut le théâtre de l'une des civilisations les plus énigmatiques et prospères de l'âge du fer, le royaume de Tartesso, centré dans la vallée du fleuve Guadalquivir, anciennement appelé Tartesso, et s'étendant dans l'actuelle Andalousie. Décrite par les anciens Grecs comme une terre légendaire d'immense richesse, Tartesso prospéra grâce à l'abondance de métaux précieux, comme l'or, l'argent, le cuivre et surtout l'étain, essentiels pour la production du bronze, extrait de ses mines et transporté par les fleuves jusqu'à la mer. Cette richesse attira d'intenses contacts commerciaux avec les Phéniciens, qui établirent des colonies voisines, comme Gadir, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, et avec des marchands grecs, introduisant des influences orientales dans l'art, la métallurgie et peut-être l'écriture, avec l'alphabet tartéssien, encore peu déchiffré. Le seul roi connu des sources antiques est Argantonio, considéré comme « l'homme d'argent », qui aurait régné pendant des décennies, Hérodote mentionne jusqu'à 80 ans. Des trésors impressionnants, comme le célèbre trésor du Carambolo, découvert en 1958 près de Séville, révèlent des bijoux sophistiqués, comme des colliers d'or avec des sceaux de scarabées égyptiens et des figures d'animaux mythologiques. Explorons maintenant les mystères entourant la création de Rome. Vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, il n'existait pas encore de ville unifiée appelée Rome, ce qui existait étaient des communautés rurales semi-indépendantes qui, peu à peu, commencèrent à s'unir autour de positions défensives stratégiques et du fleuve Tibre, facilitant le commerce. La tradition romaine, consignée des siècles plus tard, attribue la fondation officielle de la ville aux jumeaux Romulus et Rémus en 753 avant Jésus-Christ, Romulus tuant son frère et devenant le premier roi après avoir été élevé par une louve, la célèbre louve capitoline. Cette légende, pleine d'éléments mythologiques comme la descendance du dieu Mars et le lien avec la chute de Troie via Énée, reflète le désir ultérieur des Romains de donner à leur ville une origine héroïque et divine. L'archéologie confirme qu'autour de 800 et 750 avant Jésus-Christ, il y eut un processus d'unification et de croissance accélérée dans ces villages, avec les premières murailles sur le Palatin et de la céramique importée, marquant la naissance graduelle de ce qui deviendrait Rome, mais tout cela n'était encore qu'une proto-ville modeste, loin de la grandeur impériale qui émergerait plus tard. Ainsi, jusqu'à environ 700 avant Jésus-Christ, Rome n'était que le résultat prometteur de la fusion de villages latins, influencés par les Étrusques et les Grecs, préparant le terrain pour la période des rois qui suivrait. Avec cela, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers l'Europe de la période de 700 avant Jésus-Christ, un continent en constante croissance, avec l'émergence de nouvelles façons de penser, des rivalités entre villes et des peuples en constantes migrations internes. Donnez-nous de la crédibilité, laissez un like, partagez la vidéo,
abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain chapitre de l'histoire de l'Europe. À bientôt dans le prochain épisode.